Le lait, je dirais même les produits laitiers dans leur globalité, sont en général associés à la bonne alimentation, à la nutrition et à l'alimentation santé, et pour cause, c'est le premier aliment ingéré par les mammifères à leur arrivée au monde, il est donc associé dans l'esprit collectif à la vie et à la croissance. Ajoutez à cet état de fait le slogan qui a bercé notre enfance. Produits laitiers sont nos amis pour la vie. Il n'en faut pas beaucoup plus pour que de génération en génération, depuis des décennies, croyant bien faire, on l'ait intégré à notre régime alimentaire, notamment pour leurs apports en protéines et en calcium. Or, aujourd'hui, vous le savez sans doute, dans certains milieux, le lait a mauvaise presse et on le tient pour responsable de diverses problématiques dans divers ordres. À tort ou à raison, c'est la question que je me suis posée, à laquelle je vais tâcher de répondre pour vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants autour de la problématique des produits laitiers. Si ça vous intéresse, c'est tout de suite et c'est par là. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Naturopathie et compagnie. Je suis Pascale Ferris, conseillère en naturopathie, passionnée par la santé naturelle et l'alimentation saine. Au quotidien, j'accompagne avec joie et de manière holistique des personnes qui choisissent de reprendre leur vitalité et leur bien-être en main, en révisant ou en optimisant leur hygiène de vie. Alors si vous avez envie ou besoin de faire le point sur la vôtre, n'hésitez pas à me contacter, vous avez toutes mes infos en description. Aujourd'hui dans le cadre de la série Qu'est-ce qu'on mange ? Vous le savez, une série qui décortique chaque catégorie d'aliments, je vous propose le volet sur les produits laitiers, qui sont une catégorie à part entière, très présente dans notre culture alimentaire occidentale et néanmoins tout aussi controversée. Et nous allons voir pourquoi. Alors, pour commencer, le lait, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors le lait, c'est un liquide nourricier dont la production est gérée par le système hormonal des femmes ou des femelles mammifères pour être plus générique, et ce liquide nourricier est le tout premier aliment ingéré par les mammifères à leur arrivée au monde, et comme je vous le disais en intro, il s'en trouve par conséquent associé dans l'esprit collectif à un aliment de vie et de croissance. Ce qui est une réalité d'ailleurs, puisqu'un bébé, humain ou animal, ne peut s'alimenter que de lait parce que son système digestif n'est pas abouti. Et par ailleurs, les besoins nutritionnels du petit correspondent en tout point à la composition du lait de sa mère, autrement dit, chaque lait spécifique est un subtil sérum adapté au petit de l'espèce en question. On peut vraiment dire que la nature fait bien les choses. Toutefois, on remarque que dans la nature, les animaux, une fois sevrés, ne boivent plus de lait, du tout, jamais. Par contre, nous autres les humains, nous, si, on continue. Et parfois même, malgré des signes que le lait ne nous convient pas. On continue à en consommer jusqu'à ce qu'on découvre, par exemple, pour certaines personnes, une intolérance aux produits laitiers, ou bien des réactions allergiques, ou encore des problèmes de peau. Derrière ces troubles aujourd'hui banalisés se cachent quelques réalités liées à la composition naturelle du lait, qui pourraient bien s'avérer inadaptées à nos besoins et à notre physiologie, et ce à plusieurs niveaux. Dans un premier temps, parlons du lactose. Le lactose, c'est le sucre qui est contenu dans tous les laits de mammifères, humains, brebis, chèvres, vaches, juments, ânesses. Le lactose, c'est un sucre simple donc, qui est digéré par la lactase, qui est une enzyme sécrétée par notre muqueuse intestinale. Or, cette enzyme, la lactase, n'est produite que durant les 5 à 6 premières années de vie pour les humains, ce qui laisse penser que le lait n'est en effet qu'un aliment de croissance. Et oui, passé 5-6 ans, la lactase n'est généralement plus synthétisée et on peut se poser d'ailleurs la question du pourquoi. La nature dont on a vu qu'elle fait si bien les choses nous dicterait-elle par là que nous ne devrions plus consommer de lait ? En effet, cette enzyme disparaît peu à peu dans la grande majorité des cas parce que le système digestif, en maturant, peut désormais supporter une diversification de l'alimentation et se passer du lait qui n'est en quelque sorte, en tant que sérum de croissance, qu'une rampe de lancement alimentaire. Aussi, consommer du lait passé l'enfance peut-il entraîner des troubles digestifs comme des ballonnements, des gaz, un transit accéléré par exemple, causés par des difficultés à digérer le lactose. Et on appellera ça, et vous avez sans doute déjà entendu parler de ce problème, si vous n'en souffrez pas vous-même, l'intolérance au lactose qui concerne 20% de la population française. Au niveau mondial, c'est 80% d'intolérants au lactose, mais pour la France, le pourcentage est plus faible car en Europe du Nord, la population a bénéficié d'une mutation génétique de la transcription du gène de la lactase, qui est rémanente et qui permet la digestion du lactose dans l'alimentation. C'est un phénomène d'adaptation génétique.
Mais je voudrais ajouter ici que parmi les intolérants au lactose, il s'en trouve qui le sont parce qu'ils souffrent de colopathologies type cœliaque, maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, etc. ou en cas de dysbiose intestinale, car tous ces troubles ont pour cause ou conséquence pour la dysbiose d'inflammer en effet précisément les muqueuses intestinales, d'où des défauts de production ou de sécrétion de la lactase, ce qui entraîne une intolérance au lactose. Donc voilà, la première problématique du lait, c'est le défaut de lactase qui engendre donc une intolérance au lactose. Mais je voudrais vous faire part ici d'une de mes réflexions, à savoir que finalement, une déficience en lactase passé 5-6 ans d'âge, c'est plutôt normal et du coup, l'intolérance au lactose l'est tout autant. On vit cela comme un trouble de santé, une déficience, un dysfonctionnement, mais au final, c'est un peu comme si on ingérait quelque chose qui n'est absolument pas physiologique puisque le corps humain n'est pas, ou plus dans le cas de cette enzyme, équipé pour le digérer. Essayez le pétrole pour voir. Je ne pense pas qu'on ait jamais eu d'enzyme spécifique pour le digérer. Ben, c'est un peu la même idée. D'ailleurs, j'en veux pour preuve que lorsqu'un intolérant au lactose cesse de boire du lait ou de consommer des produits laitiers en général, mais qu'est-ce qui se passe ? Allez, petite question super facile, donnez-moi la réponse en commentaire. Maintenant, parlons des protéines du lait. Alors, le lait contient différentes protéines, 80% d'entre elles sont des caséines, c'est-à-dire des protéines non solubles, et 20% sont des protéines solubles, qu'on appelle aussi le lactosérum. Mais celle qui va principalement poser problème parmi les caséines, c'est la bêta-caséine, qui est une longue chaîne de 229 acides aminés, et que l'on trouve dans tous les produits laitiers de toute espèce animale, et qu'ils soient frais, fermentés ou pasteurisés. Avec cette bêta-caséine, on va plus être sur une problématique de surréaction immunitaire, puisque la caséine est une protéine allergène et qui dit allergène dit réaction inflammatoire. J'en avais parlé dans la vidéo sur les allergies saisonnières, je vous mettrai le lien là si ça vous intéresse. Donc typiquement, la caséine est une cause d'inflammation de la muqueuse intestinale, ce qui va d'ailleurs amener par effet ricochet à l'intolérance au lactose par exemple, comme je vous le disais. Mais cette inflammation peut aussi amener d'autres problématiques comme des réactions digestives d'hypersensibilité, vous donner fatigue, douleur, diarrhée ou encore des problèmes de peau, des plaques, des boutons, voire des maladies auto-immunes si le système immunitaire confond les molécules de la bêta-caséine avec celles du soi. Et toujours cette inflammation apportera l'inconfort, la fatigue liée à ce que l'énergie vitale, encore elle, se trouve sollicitée pour des phénomènes physiologiques qui ne devraient pas être et qui enfreignent la bonne marche de l'organisme. Alors le lactose, la caséine et tous leurs effets que je viens d'évoquer devraient suffire à nous faire comprendre que le lait de manière générale n'est pas adapté à l'humain au-delà de l'enfance et qui devrait rester éventuellement un aliment consommé à titre exceptionnel. Mais je vais en rajouter une couche en vous parlant maintenant d'un troisième point qui concerne les hormones de croissance. Les hormones de croissance sont des substances chimiques qui ont vocation à stimuler le développement et la reproduction de toute cellule ou tissu qui ne demandent qu'à croître, et il n'est que de constater la prise de masse spectaculaire des veaux qui prennent en moyenne 800 grammes par jour, c'est 25 kg par mois, et ça pendant les 14 à 15 premiers mois de leur vie, pour avoir une idée de la puissance de ces hormones de croissance contenues dans le lait de vache. Alors remettons l'église au milieu du village quand même, il est clair qu'on a rarement vu des humains faire une prise de poids aussi spectaculaire, certes, parce que le programme de l'ADN humain est incapable de réaliser concrètement de telles augmentations, mais l'effet hormone de croissance est bien là, et met en quelque sorte les cellules sous pression en perturbant la génération ou le renouvellement des cellules. Et une cellule sous pression, c'est la porte ouverte à de nombreux dysfonctionnements qui peuvent aller jusqu'à des maladies dégénératives. De plus, l'hormone de croissance liée à la consommation excessive de lait de vache va avoir un effet délétère sur le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines. En effet, les hormones de croissance vont stimuler ces métabolismes et là aussi entraîner un accroissement en taille et en nombre des cellules et des tissus, telles les cellules de stockage des graisses, mais aussi tout ce qui va être kystes, fibromes et tumeurs, et potentiellement favoriser le développement de cellules cancéreuses, notamment de cancers hormonodépendants, via l'augmentation aussi des œstrogènes. Tout un programme de perturbations endocriniennes. Parlons maintenant des minéraux. Le lait de vache contient du calcium, qui sont des ions basiques, et il contient aussi du phosphore, qui, sous sa forme oxydée, se transforme en phosphate, qui sont des ions acides, donc qui participent à l'acidification. Or, l'organisme cherche toujours à désacidifier le sang en tamponnant ces ions acides par des ions basiques.
Il se trouve que le calcium et les phosphates sont gérés par la même hormone, la PTH, qui est l'hormone synthétisée et sécrétée par les glandes thyroïdes, 4 petites glandes situées à l'arrière de la glande thyroïde, et ces parathyroïdes régulent les taux de calcium et de phosphore dans le sang. Et elles les régulent comment ? Eh bien, d'une certaine manière, selon le principe des vases communicants, c'est-à-dire qu'elles ne laissent rentrer des phosphates du sang vers l'os, parce qu'il faut absolument libérer le sang de ces ions acides, qu'en libérant en parallèle du calcium de l'os vers le sang, ce qui entraîne une décalcification. Et cette décalcification provient du fait que le lait contient et calcium et phosphate et qui sont gérés par la même hormone. De plus, certains aliments sont acidifiants et le lait fait partie de ces aliments. Cela signifie qu'il abaisse le pH de l'organisme par une cascade de réactions chimiques. Ce phénomène implique une déminéralisation, c'est-à-dire une extraction de minéraux, des os, des ongles, des cheveux, bref, de tous les tissus qui peuvent en fournir, car ces minéraux vont tamponner l'acidité provoquée par le lait. Hélas, ces minéraux, il s'agit du calcium, du magnésium, du potassium et du sodium, ne sont pas des ressources inépuisables, et si l'on ne compense pas les pertes en consommant des aliments riches en ces minéraux, eh bien c'est la déminéralisation assurée, voire la destruction de l'os, qui est une maladie appelée l'ostéoporose. Mais je vous propose de couper ici cette première partie. Je vous publie très rapidement la partie 2 de ce volet qui commencera avec la problématique de l'ostéoporose. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit trop longue et qu'elle vous ennuie. Merci d'avoir suivi cette première partie de vidéo sur les produits laitiers. J'espère qu'elle vous aura apporté de l'information et des conseils. Je vous poste la suite au plus vite. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo surtout si vous pensez que mes propos peuvent intéresser vos proches, mais aussi pour m'aider à faire connaître la chaîne Naturopathie et compagnie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. On se revoit très vite pour la partie 2. D'ici là, prenez soin de vous car n'oubliez pas, personne ne le fera mieux que vous. Bye!